Bonjour Dany. Bonjour. Vous êtes un auteur, dessinateur, scénariste de bande dessinée complètement mythique. Ça fait quoi? Plus de 53 ans. Votre premier album date de 1970. Exactement. Je vous annonce une grande nouvelle. Vous n'avez plus le droit de lire Tintin parce que Tintin est réservé aux jeunes lecteurs de 7 à 77 ans. Vous avez passé l'âge. Ouais, il y a 3 ans, on m'a offert un diplôme comme quoi j'avais le droit de continuer à lire Tintin. Oui. À Angoulême, on m'a donné ça. Vous avez passé l'âge depuis 3 ans. On va pas dire votre âge, mais on a compris. Mais oui. Vous restez un lecteur, comment dire, émerveillé comme un gamin de lire Tintin. Absolument. Je continue à lire de la BD, de l'ancienne BD, mais de la nouvelle BD aussi, de la BD actuelle, avec toujours autant de plaisir. Oui, regardez, ça c'est un numéro exceptionnel. C'est fantastique. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais il est énorme. C'est un numéro de Tintin qui marque à la fois nostalgique et terriblement actuel, parce que tous les personnages ont été réinventés, entre guillemets, par d'autres dessinateurs, et c'est un objet fabuleux. Oui, 77 ans donc de la création des éditions du Lombard, qui vont créer le journal de Tintin. 7 à 77 ans, quel bel anniversaire. Célébré à Bruxelles, exposition événement au Centre belge de la bande dessinée. On va dire que Bruxelles va être aux couleurs... Angoulême. Oui, aux couleurs de la Lombardie. C'est ça qu'on peut dire, Dany. Le Lombard, oui. Les tout premiers bureaux des éditions du Lombard, c'était rue du Lombard, avant qu'il achète ce bâtiment mythique près de la gare du Midi, avec l'effigie de Tintin qui tourne au-dessus de qui reste encore, qui est un point central de Bruxelles. Oui, c'est un jalon, c'est un phare. Oui, vous avez connu Hergé. Un peu, je l'ai rencontré. Bon, c'est pas, mais je suis très vieux, comme vous l'avez subtilement remarqué tout à l'heure, mais pas aussi vieux que ça. Donc Hergé, c'est quand même une autre génération. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer 1 ou 2 fois. Oui, vous m'aviez dit en préparant l'émission, un jour, vous aviez assisté à une discun d'Hergé avec Robat, le créateur de Boule et Bill, qui parlait en vieux bruxellois. Ils venaient tous les deux, donc Robat et Hergé, d'un milieu assez populaire, à Bruxelles. Et ils parlaient très bien tous les deux le patois bruxellois, qui est un mélange de français, de flamand, je sais pas, de tout quoi. Hein. Et donc, ils ont fait, dans un cocktail comme ça, mais très vite, il y a eu un attroupement autour d'eux avec des journalistes qui prenaient des photos, etc. Ils ont improvisé une sorte de duo en bruxellois. Mais c'était à mourir de rire. C'était incroyable. Et ils ont improvisé ça, mais c'était d'une drôlerie et d'une vérité, je dirais. Ouais. Ils n'avaient absolument pas honte, ni l'un ni l'autre, de leur milieu populaire. Ah ouais, regardez, dans ce fameux numéro incroyable, Ricochet Forever. Vous avez, comme d'autres d'ailleurs auteurs d'aujourd'hui, rendu hommage, là c'est à Tibet, évidemment, à la formidable Tibet, et finalement, vous avez emprunté sa plume. Oui, je n'ai pas voulu le traiter à ma manière humoristique, par exemple, mais en restant assez fidèle au dessin de Tibet, même si je n'ai copié absolument aucune attitude ou aucun mouvement de Tibet, mais je l'ai fait à la manière un peu de Tibet. Pour 2 choses. D'abord parce que c'est un personnage mythique du journal Tintin. Il a été premier pendant 8 ans, je crois, au référendum. Il y avait ces fameux référendums. Et puis surtout, mon amitié, ma grande amitié avec Tibet, qui était un être d'une générosité et d'un humour surtout absolument extraordinaire. Oui, Olivier Rameau, votre personnage à vous. Oui, ça c'est plus à Greg. Ça, c'est un copain à vous qui le reprend. Hein oui, enfin, c'est pas sûr encore. Hein. C'était Kurt Riddell qui était... Ah oui, mais non, vous parlez de la reprise dans l'hommage. Bien évidemment, oui. dans le Lombard. Oui, bien sûr, c'est mon meilleur ami actuel. Donc, il y a une sorte de filiation comme ça. Tibet était mon meilleur ami, je lui rends hommage. Et Olivier Grenson, qui est mon meilleur ami actuel, me rend hommage. Voilà. Et donc, vous avez et il a repris Olivier Rameau avec un sens de la poésie absolument extraordinaire, bien supérieur au mien d'ailleurs. Moi, je suis un fantaisiste, lui, c'est un vrai poète. Oui, 77 ans dans les rues de Bruxelles. C'est toute une capitale qui vibre à la bande dessinée. Je crois avec des animations murales, avec des expositions, avec des éditions formidables. Je crois qu'il y a un album dépliant, le record qui va être montré. Et puis ça, donc voilà, c'est un très bel objet. Des auteurs d'aujourd'hui, comme ça, à Tintin, c'est le cœur de tout. C'est une richesse extraordinaire parce qu'on revisite la BD d'hier, mais avec des yeux d'aujourd'hui, avec des auteurs très, très jeunes, très nouveaux, qui réinventent cette BD ou qui rendent hommage, mais en
en actualisant cette BD d'hier. Donc il y a une sorte d'enchaînement, de filiation, de respect aussi. Vous voyez, on sait d'où on vient. Voilà. Ouais. Et là, Spirou, ça c'est votre bébé. Voilà, je veux dire, j'ai une actualité très chargée. Revisité par 2 légendes de la BD, dont vous, Dany, Spirou et la Gorgone Bleue, un nouvel album donc, qui est formidablement publié chez Dupuis. Ouais. Et qui sort en même temps que le MOOC. Oui. Là, et qui est finalement votre hommage aussi, en quelque sorte, à Spirou. Bien sûr, bien sûr. Moi, mon idole absolue, comme beaucoup d'auteurs de mon âge, d'ailleurs, c'est Franquin. Voilà, c'est incontestable, c'est le plus grand dessinateur au monde. Bien sûr, il y a des gens comme Uderzo et beaucoup d'autres, mais Franquin, on continue à certains, en tout cas, le placer au-dessus de tous. Donc là aussi, c'est une sorte d'hommage, parce que j'ai respecté un peu les codes des séries d'aventures, etc., de Spirou et Fantasio, de l'époque Franquin. Mais bien sûr, on a adapter ça à notre époque et on traite de sujets très actuels comme la lutte contre la pollution. Vous voyez, ces 7e continents de plastique qui flottent à la surface des océans, etc. Champignac a inventé un truc pour bouffer ces fameux plastiques, etc. Entre autres, il y a aussi l'écologie, avec ces dérives, qui est l'extrémiste écologique, les activistes qui vont jusqu'à commettre des choses qui ne sont pas tout à fait légales. Il y a des pollueurs, il y a du féminisme aussi, puisque dans cette histoire, ce sont pratiquement les filles qui mènent le jeu. Quoi. Je ne vais pas dire que Spirou et Fantasio sont des bagages qu'elles trimballent, mais ce sont les filles qui mènent l'action dans tous les domaines, les mauvaises comme les bonnes d'ailleurs. Vous prenez toujours autant de plaisir, Dany, à nous balader. Oui, mais j'adore ça. Votre dessin, c'est vrai qu'il garde... J'ai plein de projets. J'ai même plein dynamique de dessin, on voit les couleurs, on voit tout ça, c'est absolument formidable. Vous êtes comme au premier jour, là. Mais je pense que c'est un métier qui nous rend éternellement jeunes. Je veux dire, à partir du moment où on n'a pas trop de problèmes physiques, il n'y a aucune raison d'arrêter de faire ce métier qui est un métier passion, de raconter des histoires avec le dessin et le texte. Et voilà. Et on a gardé tous une âme d'enfant presque, enfin en tout cas très jeune, vous voyez. Et donc c'est mon cas. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant. Et je commence un nouvel album. Là, je suis en train de travailler sur un nouvel album, mais exactement avec la même envie de prouver, ils vont enfin voir ce que je peux faire, quoi. Comme au premier album, si vous voulez. C'est la même envie de montrer qu'on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Et on donne le maximum. Oui, quand vous parlez du premier album, quand même, quelle histoire, parce que ce monde extraordinaire, merveilleux d'Olivier Rameau, vous le faites avec un auteur qui est Greg, qui va révolutionner aussi. C'est le créateur d'Achille Talon, qui va diriger Tintin. C'est un type extraordinaire. Oui, avec une puissance de travail phénoménale. Il allait jusqu'à faire 17 scénarios en une année. C'est absolument colossal. Et dans des genres très différents, comme Bernard Prince, Olivier Rameau, Achille Talon, etc. Enfin, c'était chaque fois un Grec différent. Et certains ont dit, ouais, c'est un fabricant. Pas du tout. Il était d'une sincérité absolue. Quand il faisait un Olivier Rameau, c'était un poète dans un milieu imaginaire. Quand il faisait Bernard Prince, c'était un aventurier. Quand il faisait Achille Talon, c'était Achille Talon. Et il parlait comme Achille Talon, d'ailleurs. Ah oui, à la fin, j'avais connu, il ressemblait d'ailleurs même à Achille Talon physiquement. À la fin, oui. Au début, il ressemblait à Le Funès, mais à la fin, il ressemblait à... De Funès à Achille Talon. Bon, voilà. C'était un type charmant. J'ai le souvenir d'un type charmant. Vous avez d'ailleurs collaboré au magazine Achille Talon, en plus de... Oui, éphémère Achille Talon, bien sûr. On a créé un truc d'ailleurs qui est très apprécié par mes collègues. Assez curieusement, ils se souviennent tous de Jonuage et Kay MacLeod, qui était une sorte de police académie avant la lettre, comme ça, très, très rigolote. Et j'ai eu des félicitations de Franquin qui m'a dit... qui m'a envoyé un mot que j'ai gardé, j'ai même encadré, parce qu'il y avait un dessin qui l'accompagnait, où il disait « ça, c'est du Dany au naturel ». Parce que j'étais, c'est vrai, assez décontracté, quoi. Il n'y avait pas de pression particulière. Et donc, Franquin, qui avait un œil extraordinaire, avait décelé que j'étais très libre dans cette histoire. Ouais, vous m'avez dit, encore une fois, en préparant l'émission, je n'ai jamais frappé à la porte, on est toujours venu me chercher. D'abord, vous avez commencé, vous étiez dans la pub. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a du bois ici, mais je voudrais taper dessus parce que j'aimerais bien que ça dure, parce que c'est beaucoup plus confortable quand on vient vous chercher. Vous dire, est-ce que tu ne ferais pas quelque chose pour nous, plutôt que de vous aller solliciter, je sais pas, déposer des dossiers dans les maisons, dans les rédactions, en attendant
attendant qu'on vous réponde, etc. Non, c'est beaucoup plus confortable quand on vient vous chercher. Oui, mais quand je disais, par exemple, Olivier Rameau, ça date, je disais, il y a 53 ans, 1970, avec Greg. Vous assistez lourdement. Et vous aviez déjà commencé avant à j'avais fait déjà quelques courts récits qui se trouvent dans un autre bouquin sur l'aventure du journal Tintin, d'ailleurs. Oui. Voilà, les premiers récits. Et il y a une boîte qui s'appelle BD Must, qui va d'ailleurs et qui essaye de collationner toutes les histoires parues dans les journaux, Tintin, Spirou, etc., et qui n'ont jamais été publiées en album, des histoires courtes, des illustrations, etc. Et donc, il a collectionné. Et pour moi, il a fait un bouquin de 140 pages, comme ça, de trucs qui n'ont jamais été publiés en album, dont il veut faire un autre album avec des couvertures. Vous savez combien de couvertures du journal Tintin j'ai faites? 67. 67 couvertures du journal Tintin. Ouais. C'est presque plus que Hergé, non? Ah oui, peut-être, oui. Oui, c'est vrai que quelle aventure. Alors, journal Tintin, bien sûr, mais moi, j'ai envie de vous parler aussi de Pif Gadget. Vous avez travaillé avec Pif Gadget, parce que moi, oui, avec Greg. J'étais abonné à Pif Gadget, évidemment. Avec Greg, ça s'appelait Quentin Gentil et les As. Voilà. Ouais. Et ça paraissait dans Pif Gadget. Vous n'aviez rien mais à voir. Mais on en a fait énormément. Dupas, qui était dans le même studio que moi, donc le studio grec, Bob de Groot aussi, Philippe Turc. On a fait des milliers de pages. Mais c'était... vous vous rendez compte que c'était un banc d'essai pour nous. On apprenait notre métier, mais en étant payé, et relativement bien payé. Ouais, c'était une époque formidable. Oui, parce qu'en plus, c'était une époque formidable. Pif Gadget, l'époque des journaux d'exemplaires. Voilà, oui, l'époque des journaux. Oui, le journal Tintin, par exemple, à une époque, il tirait toutes les semaines à 600 000 exemplaires. Ça fait rêver. Ah oui, c'est considérable. Ouais. Alors, mais on faisait partie d'une famille. Ceux qui travaillaient pour le journal de Spirou, c'était la famille Dupuis, Spirou. Nous, c'était le journal Tintin. On travaillait pour le journal avant tout, avant de travailler pour les albums. On faisait des numéros spéciaux de Noël, de vacances et de machins comme ça. Voilà, on vivait pour le journal. Histoire sans héros, c'est quand même un truc de dingue, ça. Vous allez avoir un jeune auteur, scénariste qui s'appelle Jean Van Damme avec vous, et vous le faites débuter, pour ainsi dire. Il a l'élégance de rappeler que je n'avais pas dit non à un scénario d'un tout jeune auteur. À l'époque, il était encore directeur chez Philips. Oui, ça n'avait absolument rien à voir. Il n'avait pas encore démissionné chez Philips pour devenir auteur à temps complet. Il avait écrit ce scénario. Il avait envoyé à Greg, qui était donc rédacteur en chef. Et Greg savait que j'avais envie de dessiner autrement, de manière un peu réaliste. Et il m'a dit, lisez ça. Et il se fait que je le connaissais. On était voisins de quartier à Bruxelles. Et j'avais même fait le sigle d'une enseigne. Il avait racheté des parts dans une boîte, une sorte de dancing, etc. Et ça s'appelait le Bolus, d'ailleurs, c'était son chien. Et j'avais fait le dessin de son chien qui servait... Donc on se connaissait. Et quand il me montre ce scénario, mais je dis, mais Jean Van Damme, j'étais le seul à le connaître, d'ailleurs, à l'époque, pratiquement. Et donc, on a fait Histoire sans héros, qui a été un succès phénoménal et qui continue maintenant d'ailleurs. Mais au départ, le Lombard, il ne savait pas où le placer. Il n'y avait pas les structures dans les maisons d'édition à l'époque pour accueillir des one-shots, c'était les séries. Oui, donc qu'est-ce qu'on va en faire d'un album unique comme ça? Il n'y avait pas comme maintenant les airs libres signés, etc., qui accueillent les one-shots. Ça n'existait pas. On a été le premier one-shot de la BD. Oui, et bien Jean Van Damme, après, il va créer 13, Largo Winch, ah oui, mais bien sûr, c'est devenu l'énorme vedette. C'est une machine le meilleur, à best-seller, hein. Absolument, il collectionne les best-sellers. C'est un phénomène éditorial, Jean Van Damme. Alors, One Shot, Bernard Prince, vous allez aussi vous colter au personnage. Là aussi, comme je vous le disais, j'avais envie de dessiner autrement. Et quand Herman a arrêté pour faire Jeremiah, Greg m'a dit, mais pourquoi tu ne le reprendrais pas? J'ai demandé à Herman, qui est un ami, et qui m'a dit, mais si, vas-y. Et puis, j'ai essayé, mais c'est la fausse bonne idée. Reprendre un truc après Herman, qui est un dieu absolu du dessin réaliste, on ne peut être qu'en dessous. Donc voilà, j'en ai fait deux. Mais si je vous dis ça vous intéresse, Dany, ça c'est une autre facette. Ça c'est le côté un peu coquin de votre personnalité. Coquin est le mot juste, parce que c'est érotique, ça n'a rien. Mais bien sûr, faire du dessin un peu érotique et marrant, quoi. Coquin, c'est exactement ça. Vous savez, c'est pas des albums à lire d'une main, c'est vraiment pour rigoler, quoi. Vous voyez, voilà.
Ça, j'aime bien ce que vous venez de dire. C'est drôle, ça. Je ne sais pas si vous allez le couper au montage. Non, on va le garder. On va couper d'autres choses, mais ça, on va le garder. Hein. Mais non, mais parce qu'en même temps, vous voyez bien que vous partez dans plein de directions différentes. Mais j'aime bien changer. Ouais. Ça renouvelle mon enthousiasme, si vous voulez, de passer d'une série à l'autre. Là, pour le moment, je suis en train de préparer un truc basé sur un roman noir. Et je vais utiliser vraiment une technique mi-réaliste, humoristique, avec des trognes pas possibles, etc. Ça se passe à Los Angeles dans les années début 2000 ou un truc comme ça. Mais ça m'amuse énormément. Ouais. Quand vous vous baladez dans Bruxelles, 77 ans exactement après la création des éditions du Lombard, et vous voyez ces fresques sur les murs, et notamment votre Olivier Rameau, près du Mannequin Pis, d'ailleurs. Vous voyez votre personnage sur le mur. Mais ça fait quelque chose, c'est une reconnaissance. On en est très fiers de ce parcours BD à Bruxelles. Je crois qu'il y en a maintenant, je ne sais pas, 60 ou un truc. Olivier Rameau est près du Mannequin Pis. Oui, tout à fait. Ils n'ont aucun lien entre eux. Non, pas vraiment. Je dis ça parce que le Mannequin Pis, c'est presque un personnage de BD à Bruxelles. Tout à fait. C'est tellement l'esprit de Bruxelles. Exactement. C'est tellement cet esprit gamin, rigolo. Mais c'est pas pour rien que Bruxelles a été quand même une des places très importantes de la bande dessinée, avec Tintin, Spirou, etc. C'est quand même très important. Ouais. La Belgique et Bruxelles. Oui, et ça continue. Et quand je pense à ça, j'ai envie de vous dire, et Maurice, créateur de Lucky Luke. Et la liste est longue. La liste est longue. Vous parliez de Roba tout à l'heure. De dessinateurs, d'auteurs fabuleux en BD. Mais vous savez, à une époque, c'était vraiment, comme je vous disais, c'était un spot vraiment pour la BD. Beaucoup de Français venaient travailler en Belgique, comme Graton, par exemple, comme Tibet, il est français aussi. Martin. Oui, Martin, bien évidemment, mais aussi Uderzo et Goscinny, ils ont fait Papa dans Tintin, etc. Voilà. Oui. Et alors, on part un mot de Franquin quand même, parce que c'est votre maître et c'est le génie absolu. Oui. Et au fond, il exprimait dans Gaston Lagaffe, dans Les Idées Noires, dans tout ça, le fait que cette BD était devenue quelque chose bien plus important encore, même si c'est important, la presse enfantine, mais bien plus important encore, parce que c'était un moyen d'exprimer des choses extrêmement profondes. Vous avez tout à fait raison de souligner ça. Par exemple, Gaston, ce serait débile de le réduire à un gaffeur qui fait que des gaffes, pas très malin, etc., qui pense qu'à dormir et qui fait des gaffes. Pas du tout. En fait, quand vous lisez les Gastons, il y a un côté rebelle. Il y a un côté du gars qui part en guerre contre l'absurdité des règlements et des trucs comme ça. C'est un rebelle, Gaston. Et ce serait dommage de gommer cet aspect-là dans la reprise actuelle de Gaston et de n'en faire qu'un gaffeur. Il est beaucoup plus que ça. Et Franquin, d'ailleurs, quand il parlait après lui, de ce qu'on pourrait faire, il avait justement, il m'avait dit, j'avais la chance de bien le connaître, je l'ai beaucoup mieux connu évidemment que Hergé ou d'autres, mais il m'avait dit, j'ai peur de ça, s'il faisait une reprise qui gomme ce côté rebelle. Voilà. Et j'en ai parlé avec le directeur d'ailleurs de chez Dupuis, qui est bien conscient du problème. Donc je crois qu'ils vont respecter l'esprit et la lettre. Ouais. Ça reste magnifique. Même quand on pense à Hergé, on pense évidemment au journal de Tintin, 77 ans, mais on pense à Quick et Flup, c'est ce personnage de Bruxelles, ces gamins de Bruxelles qu'il avait créé avant Tintin. Oui, ça nous ramène à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur Roba et Hergé qui ont fait un numéro en bruxellaire, comme on dit. Oui. Et vous compreniez, vous, le patois? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas de Bruxelles. Moi, je suis plutôt des Ardennes et j'ai habité à Liège avant d'aller à Bruxelles. Et je ne connais pas du tout le patois bruxellois. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de le connaître pour faire de la bande dessinée belge. Non. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour même comprendre, il y avait des mots qui nous échappaient, mais leur numéro là, de ces deux-là, je ne l'oublierai jamais. D'avoir été témoin de ça, c'est un moment privilégié. De Hergé et Roba. Oui, ce qui est fou, c'est quand je vous regarde, Dany, je me dis, bon sang, mais oui, ça reste jeune, la BD. Vous avez l'air d'un... Mais vous êtes très gentil. Non, mais c'est vrai. Merci, je suis bien content d'être là. On ne peut pas penser que vous avez, allez, on va le dire, 80 ans. Mais vous êtes un gamin et de 80 ans. Lourdement. Vous êtes un gamin de 80 ans. Alors, on va lire Spirou, voilà, votre nouveau bébé. Spirou et la Gorgone bleue. On peut encore faire des enfants à 80 ans. Et la Gorgone bleue, c'est donc le nouveau Dany
Dany, et c'est magnifique, c'est formidable, avec Yann qui est là au scénario, et c'est vraiment le bonheur de vous avoir. C'est le nouveau numéro, voilà, Tintin, qui continue de lire un objet formidable. Ce journal qui nous a fait grandir, qui nous a... Voilà, c'est beau de lui rendre hommage, 77 ans. C'est un moment d'émotion. Moi, en tout cas, c'était une période de ma vie extrêmement enrichissante à tout point de vue, quoi. Vraiment, les gens que j'ai rencontrés, la possibilité de faire le travail que je voulais faire, le métier que je voulais faire. Et c'est le journal Tintin qui me l'a offert. Et plus la rencontre avec des gens fabuleux comme Grec ou Tibet, par exemple. Merci, Dany. Et beaucoup d'autres. Alors on oublie, c'est plus de 7 à 77 ans. C'est pas... Il n'y a pas d'âge. Merci, Dany. Et puis, bonne fête aux éditions du Lombard. Bonne fête à Bruxelles. Bonne fête à Tintin. Et à Spirou. Bonne fête à Olivier Rameau. Bonne fête à tout le monde, finalement. Bonne fête à vous aussi. Merci, Dany, d'avoir été avec nous.